Bon, alors aujourd'hui, donc, on parle des exoplanètes. Sujet pas forcément très facile, mais on va voir. La quête des exoplanètes et de la vie dans l'univers. Alors, la vie dans l'univers, c'est pas pour tout de suite, hein. On peut très bien avoir envie de la trouver. On cherche, mais il y a des étapes à franchir. Et je vais parler un peu des étapes et de la façon dont on pense explorer ce sujet. Donc je commence par le début, je vais vous faire des petits rappels de choses que peut-être beaucoup de vous connaissent, mais si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, qu'il y a un mot que je n'ai pas expliqué, dont vous ne connaissez pas la signification, j'ai l'habitude de dire dans les conférences, vous levez le doigt, on est entre nous, je peux réexpliquer la chose, voilà, attendez pas la fin pour me dire j'ai rien compris à votre truc. J'ai pas compris ce mot-là. Donc, petit rappel peut-être pour certains. Voilà, les étoiles, c'est des boules de gaz en équilibre, et les boules de gaz en question, elles sont sous l'effet de deux forces, c'est relativement simple. La gravitation qui tend plutôt à les faire se comprimer, et puis la pression interne qui est due au feu qui est à l'intérieur, en l'occurrence thermonucléaire. Voilà, donc la température, dès que la température dépasse 10 millions de degrés, l'étoile peut s'allumer. Et les étoiles vont de 2000 à 30 000 Kelvin, degrés, ce qui est très bien illustré par les boules qui sont dehors, qui ne sont pas à la même température en fonction de leur voilà, en fonction de la couleur et correspondant à la température. Alors, les petites étoiles, elles ont une vie assez calme et très longue. Donc, pour le moment, on considère qu'il y a des étoiles qui sont nées très tôt dans l'histoire de l'univers, il y a 13 milliards d'années, et qui continuent leur vie et qui en ont peut-être pour encore des dizaines de milliards d'années. Par contre, les étoiles très massives, elles vivent, font la caisse, sauf que ça dure pas très longtemps, quelques millions d'années, enfin, voilà, hein, c'est très relatif pour nous, mais par rapport à l'univers, c'est pas grand-chose. Elles ont une vie courte qui est très productive, c'est-à-dire que c'est elles qui fabriquent les éléments chimiques dont nous sommes constitués. C'est important de l'avoir en tête aussi, que quand Hubert Reeves disait que on est des poussières d'étoiles, c'est ça que ça voulait dire. Et puis elles ont en général une fin explosive sous forme d'une supernova. Et les étoiles moyennes comme le Soleil, il a une durée de vie de l'ordre de la dizaine de milliards d'années. Hein. Notre Soleil est une étoile. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand une étoile arrive au bout de ses carburants, son premier carburant, il s'effondre sous l'effet de la gravitation. Et puis ça chauffe plus. Et voilà, et on a différents types d'étoiles dans le ciel. Ça, c'est très bien illustré par la petite maquette qui est à l'extérieur. On a notre système solaire. Évidemment, aucun schéma en astro ne peut être à l'échelle. Hein, donc là, on a un gros soleil entouré du cortège de planètes du système solaire, avec la Terre et sa petite lune, là. Bon, ce qu'on sait du système solaire, c'est donc les planètes rocheuses telluriques, ce que vous savez tous, les planètes géantes gazeuses qui sont un peu plus loin. On a alors, la distance entre le Soleil et la Terre, on appelle ça une unité astronomique. Voilà, ça fait l'unité astronomique, ça fait 150 millions de kilomètres. C'est la distance que la lumière parcourt en 8 minutes. Donc le Soleil, quand on le regarde, on le voit comme il était il y a 8 minutes. Par contre, quand on regarde Neptune, on la voit comme il était il y a 4 heures. Voilà, donc, et puis on a des objets tels que Pluton, par exemple, qui n'est plus une planète, comme vous le savez. Ou des objets comme Arachot, qui est le plus lointain objet qu'on ait vu jusqu'à présent, à 43 unités astronomiques du Soleil. Voilà, donc ça c'est la constitution, et puis il y a les astéroïdes, les comètes et toutes sortes de choses dont je ne vais pas parler évidemment aujourd'hui. Ce qui est intéressant par rapport aux exoplanètes, c'est de bien comprendre la mécanique de tout ça, la mécanique céleste en quelque sorte, la gravitation. On a Mercure qui se trouve à une demi-unité astronomique, on va dire, alors que la distance de la Terre, je vous ai dit, c'est une unité astronomique. Elle met 3 mois pour faire le tour. La Terre met 1 an pour faire le tour du Soleil. C'est d'ailleurs la définition de l'année. Et puis quand vous allez un peu plus loin, Jupiter met 12 ans pour faire le tour. Et ça va jusqu'à Neptune qui met 164 ans pour faire le tour. Ça s'appelle les lois de Kepler. Merci monsieur, 1618. les lois de Kepler qui a expliqué, donc, qui a démontré l'héliocentrisme qui était proposé par Copernic à l'époque et puis qui publie les fameuses lois qui gouvernent ces mouvements autour d'un objet qui attire gravitationnellement des objets qui tournent autour. Donc plus on est près, plus on va vite, et plus on est loin, moins on va vite. Donc ça, c'est quelque chose qui permet ensuite, vous verrez tout à l'heure, dans certaines façons de découvrir les exoplanètes qui pèsent
qui pèsent lourd. Donc la question qu'on se pose depuis longtemps, c'est comment s'est formé et évolue le système solaire. Et d'autre part, évidemment, est-ce qu'il y a des petits... Alors les petits martiens, je suis d'accord, on sait qu'ils sont pas sur Mars, en tout cas, s'ils sont quelque part. Est-ce qu'il y a une vie ailleurs que sur la Terre? Donc on cherche sur Mars, non pas des petits martiens, mais on cherche des éventuelles traces de vie il y a des millions d'années. Mars n'est pas vivable actuellement, mais peut-être que, donc c'est ce qui est recherché en ce moment. Et puis il y a pas mal de gens qui se penchent sur actuellement les satellites glacés des planètes géantes, notamment sur... autour de Jupiter, il y a des planètes qui ont une grosse couche de glace ici, et puis de l'eau en dessous. On sait que cette eau, c'est un océan salé, on sait que c'est de l'eau liquide. Et donc, à partir du moment où sur la Terre, on a découvert un peu tardivement dans les années 60 qu'il y avait de la vie qui naissait à 2000 mètres de profondeur, ça a laissé... Voilà, on se dit, on ne sait jamais. Étant donné que le tissu dans lequel, le monde dans lequel les planètes et les étoiles naissent, ça a été fabriqué par d'autres étoiles avant, parce que le Soleil, il n'a que 4,5 milliards d'années. Il y a eu des étoiles qui sont mortes, qui ont explosé, qui ont terminé leur vie, des grosses étoiles d'ailleurs, qui ont eu une vie un peu folle et qui s'est terminée rapidement. Et ben en fait, elles ont fabriqué tout un tas de molécules, etc., qui peuvent très bien se retrouver, pourquoi pas, dans le nuage protoplanétaire qui a donné naissance au système solaire. Hein, donc c'est une idée. Donc ça, c'est Europa. Alors j'aime bien les affiches que fait la NASA sur ce genre de truc. Donc on est déjà sur Europa et voilà, découvrez la vie sous la glace. C'est la petite affiche, c'est pour les futurs voyages touristiques, peut-être avec Elon Musk, je sais pas. Enfin bref. Donc il y a Europe, satellite de Jupiter, il y a Encelade, et il y a même la planète naine de Cérès, qui est ici, qui est dans la ceinture d'astéroïdes, qui est inspectée en ce moment pour voir s'il y aurait une vie ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que ce système solaire, la partie système solaire qu'on connaît, que je viens de montrer, elle est toute petite par rapport à l'échelle d'influence gravitationnelle de notre Soleil. Le système solaire est constitué de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire les endroits qu'on connaît bien, environné par différentes structures, comme la structure de Kuiper avec des astéroïdes, et puis on pense, enfin c'est une théorie d'un monsieur Oort, mais c'est une théorie qui pour le moment n'a jamais été prouvée, on pense que la limite du système solaire c'est 50 000 unités astronomiques de rayon, 0,8 années-lumière. Donc je rappelle qu'une année-lumière, oui j'ai oublié de le dire, mais la lumière se balade à 300 000 km par seconde, hein, d'où la distance de 8 minutes-lumière du Soleil. Et là, l'année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Donc vous comprendrez pourquoi on utilise le temps-lumière comme distance dans l'astronomie, en astrophysique, parce qu'on arrive rapidement à des chiffres qui sont complètement difficiles à imaginer. Donc la taille du nuage de Oort est donc la limite gravitationnelle. Moi je me fais toujours la représentation du nuage de Oort. Il y a une étoile qui se balade, ou un objet qui se balade, il y a deux étoiles, il y a Proxima du Centaure qui a quelques années-lumière de nous, 4,3, et puis le Soleil, et puis le truc qui se dit, bah tiens, de quel côté je vais, voilà. Et puis il choisit de tomber sur le Soleil plutôt que sur Proxima du Centaure. Donc c'est la limite gravitationnelle de notre système, qui est donc ce nuage de Oort dans un univers où il y a des centaines de milliards d'étoiles. Donc l'étoile la plus proche de nous, c'est Proxima du Centaure, à 4,3 années-lumière. Donc 4,3 fois 10 000 milliards de kilomètres, d'accord. Et notre galaxie est constituée de quelques centaines, entre 100 et 200 milliards d'étoiles, avec un diamètre ici qui est de 100 000 années-lumière. Et le Soleil est là, on est placé à un tiers de distance, là. Et donc, j'ai fait référence à des anciens qui ont réfléchi, enfin des gens des générations, des siècles passés, avec cette phrase qui est tout à fait pertinente. Il est d'innombrables soleils et un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils, à l'instar des 7 terres que nous voyons tourner autour du soleil qui nous est proche. C'est la phrase de Giordano Bruno qui lui a valu, probablement entre autres choses, d'être brûlé au Campo dei Fiori à Rome en 1600. Heureusement, il avait écrit des choses, il avait transmis.
Et donc il y avait cette vision de l'histoire, enfin de l'histoire, de la géographie en quelque sorte. Il avait une vision de l'univers dans son ensemble. La personne qui en a parlé le plus tôt dans l'histoire, à ma connaissance, et dans ce que j'ai regardé dans les bouquins, c'est Anaximandre de Milet, qui était juste élève de Thalès, je crois, et professeur de Pythagore. Ça doit rappeler à certains. Ça doit rappeler à certains quelques théorèmes au passage. Et donc c'était quelqu'un qui essayait d'expliquer le monde, d'essayer de comprendre le monde sans faire appel à des religions ou à des mythes. Voilà. Évidemment, à son époque, c'était un peu difficile. Et lui, il a écrit « La Terre est suspendue dans le ciel, il existe une infinité de mondes qui naissent et disparaissent dans l'infini du temps et de l'espace. » Voilà. Quelques 600 ans avant Jésus-Christ. L'autre personne que je cite vraiment pour dire que c'est un sujet qui a intéressé un certain nombre de personnes tout au cours des siècles, c'est Bernard de Fontenelle qui a écrit ses entretiens sur la pluralité des mondes, où il explique en fait le fonctionnement de l'univers à une, je ne sais plus si c'est une duchesse ou en tout cas une femme de la haute société. Il y a 6 chapitres, et le 3e chapitre s'appelle « Que les autres planètes aussi ». Déjà, il était persuadé que le système solaire, avec toutes les planètes qui sont autour du Soleil ici, la vision évidemment, là, elle est complètement héliocentrique, hein, c'est le Soleil au milieu et le reste qui tourne. Donc il était persuadé qu'il y avait des habitants sur toutes les planètes autour du Soleil. Et le 5e chapitre, c'est que les étoiles fixes sont autant de soleils dont chacun éclaire un monde. Donc voilà, ça c'était Monsieur de Fontenelle. Et bon, je l'ai choisi parmi tout un tas de gens qui se sont intéressés à ces sujets, depuis Épicure jusqu'à Monsieur Laplace à la fin du XVIIIe. Des gens qui se sont intéressés, qui ont eu cette imagination d'autres mondes qui ressembleraient aux nôtres et qui sont très loin et sur lesquels peut-être il y aurait éventuellement de la vie. J'ai choisi Fontenelle à illustrer parce que c'est quelqu'un qui, avec ce livre-là, a fait énormément de vulgarisation scientifique. C'était le but. Il faisait ça, il parlait à une comtesse, voilà, il expliquait les choses, mais c'était vraiment pour qu'elle comprenne ce qui se passe. Donc ça fait longtemps qu'on se dit qu'autour des étoiles lointaines, il doit y avoir des planètes qui tournent, qu'on appelle des planètes extrasolaires, et qui sont donc ce qu'on appelle aussi des exoplanètes. Avec tout au début l'idée que les autres systèmes solaires des autres soleils vont ressembler aux nôtres. On a pensé pendant très longtemps que, voilà, en gros, autour de chaque étoile, il y avait un certain nombre de trucs qui tournaient. Alors c'était peut-être pas 8 ou... Enfin, à l'époque, surtout qu'à l'époque, on n'en connaissait que 4 ou 5. Mais bon, en gros, un nombre fini de choses qui tournent autour. Et qu'il y en avait, les petites rocheuses étaient devant, les grosses gazeuses étaient derrière. Voilà, c'était un modèle classique. Donc on s'est mis à chercher des exoplanètes autour d'autres étoiles, et des exoplanètes, si possible, avec un critère qui est compliqué, qui est la notion d'habitabilité. Qu'est-ce que ça veut dire une planète habitable, une exoplanète habitable? Donc une exoplanète habitable... vous voyez que dans le système solaire, là on a ici nos planètes du système solaire. On a même encore Pluton qui est là, qui normalement ne mériterait pas d'y être, mais enfin, on ne va pas le chasser, hein, il a déjà souffert. Donc voilà la zone habitable de la Terre, ce qu'on considère, c'est qu'on considère que dans le système solaire, la seule planète qui soit habitable, c'est la Terre. Alors, habitable, parfois les gens se disent, ça y est, si c'est habitable, on prend les valises, on va faire un tour, quoi. On va explorer ce truc-là. Bon, prudence, habitable veut dire température d'équilibre en surface compatible avec la présence d'eau liquide. C'est ça la définition de quand on dit cet endroit est habitable, c'est que toutes les conditions sont réunies dans différents domaines pour qu'on puisse avoir de l'eau liquide sur l'objet en question. C'est ça la notion d'habitabilité. Et dans le système solaire, le seul endroit où on ait de l'eau liquide en surface, évidemment, c'est la Terre. Donc, prudence sur l'enthousiasme. Au passage, il y a des choses qui comptent aussi, c'est la présence ou pas d'une atmosphère. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère? Et comment ça chauffe ou pas? J'ai mis ici ces 2 chiffres. Si la Terre n'avait pas d'effet de serre, je sais qu'on s'en plaint beaucoup, mais s'il n'y avait pas d'effet de serre sur la Terre, il ferait moins 18 degrés de température sur la Terre. Quand on rajoute l'atmosphère qui existe, on se retrouve avec une moyenne de 15 degrés, bon, qui va passer à 16 et à 17, voilà, mais on est dans ces eaux-là.
La planète Vénus, normalement, vu sa distance au Soleil, il fait plus chaud, puisqu'elle est plus près du Soleil, c'est normal. Il devrait faire en gros 34 degrés en surface sur Vénus. Il fait 460 degrés sur Vénus. Donc l'explication d'ailleurs au passage sur l'atmosphère vénusienne est pas complètement... on n'est pas clair sur l'atmosphère de Vénus et comment ça se fonctionne ça. Sur Mars, il fait en gros... Alors Mars c'est très variable, hein, il fait moins 63 degrés plus ou moins 80. Et donc la question ce que je disais tout à l'heure, c'est que peut-être... on étudie l'histoire de Mars. Voilà, Mars, c'est comme une petite Terre qui est un petit peu plus loin. Et la question sur Mars, c'est est-ce qu'il y a eu un jour de la vie, sachant que Mars a perdu son atmosphère, comme je l'avais expliqué l'autre fois, et qu'il est devenu invivable. Mais est-ce qu'un jour il a été vivable? Est-ce qu'il y a des traces de vie antérieure? C'est un sujet qu'il y a en ce moment dans les programmes de recherche martiens. D'ailleurs, oui, j'ai entendu l'autre jour que c'était pas du tout sûr qu'ils allaient pouvoir récupérer les échantillons. Parce qu'ils ont viré il y a des budgets de la NASA qui ont sauté, et donc il y a les échantillons qui ont été récupérés depuis 2020, qui attendent qu'on vienne les chercher. Donc si les Américains, si la NASA ne peut pas faire ce qui était prévu dans le programme, ça pose quand même un gros problème sur la recherche martienne. Donc on a effectivement Europe et Encelade qui sont, je vous l'ai dit, des candidats potentiels. Et la question qu'on peut se poser derrière, donc ça je ne sais pas si vous connaissez ce schéma, c'est un schéma où on répartit un certain nombre d'étoiles en fonction de leur luminosité et en fonction de leur température, hein, sur l'échelle, le spectre habituel. Et les étoiles qui sont à la fois très lumineuses et plutôt froides ici, on a des supergéantes rouges, on a des géantes, voilà, et on a, c'est le chemin que suivent un certain nombre d'étoiles quand elles se développent. Et donc, ça donne ici des étoiles qui sont très massives, des étoiles qui ne le sont pas du tout si elles existent, dans les naines blanches, ce qui reste après l'explosion d'une étoile en supernova. Et on peut se poser la question, voilà, donc là on a des étoiles, je vous mets Proxima du Centaure, Sirius, l'étoile polaire, Bételgeuse, le dôme. Le dôme quand il sera éclairé en orange. Donc voilà, donc ça c'est des étoiles qui sont à des températures plutôt aux alentours d'entre 3 5 000, 6 000, 10 000 degrés. Et donc la question qu'on se pose, c'est où chercher les exoplanètes? Alors évidemment, on va chercher les exoplanètes dans des étoiles qui ont une longue durée de vie. Parce que vous voyez bien que pour s'intéresser à ce qui se passe sur une exoplanète, si l'exoplanète, elle est tellement, enfin si l'étoile est tellement grosse, massive, et qu'elle explose rapidement au bout de quelques dizaines ou centaines de millions d'années, c'est clair que si on est obnubilé par la vie sur cet endroit-là, il n'y a aucune chance qu'autour on puisse trouver de la vie. Donc on va s'intéresser plutôt aux étoiles qui durent longtemps, c'est-à-dire des petites étoiles dont on va pouvoir prendre le temps de les explorer. Voilà. Donc on va plutôt chercher sur cette branche-là, hein. Donc on commence par sélectionner dans l'ensemble des étoiles de la galaxie, et des étoiles proches, évidemment, pour qu'on puisse faire des mesures, voilà. On va sélectionner des étoiles qui sont plutôt tranquilles, qui vont avoir une vie du genre Soleil, en fait, hein, du genre du Soleil, qui a une vie de l'ordre de 10 millions d'années, de 10 milliards d'années, pardon. Et voilà. Et donc les planètes, alors donc tout ça, ça émet dans le visible, hein, toutes ces étoiles-là émettent dans le visible, et puis évidemment les planètes qui sont autour, elles émettent plutôt dans l'infrarouge, puisqu'elles sont à des températures bien plus basses que les 3000 degrés ou les 5000 degrés, les 5500 degrés du Soleil. Alors on va chercher donc plutôt des étoiles petites avec des longues durées de vie et qui soient un peu tranquilles, et puis on va chercher dans les endroits où naissent les étoiles. On va chercher des étoiles là où elles commencent à se former pour suivre tout ce qui se passe le long de l'étoile, le long de la vie de l'étoile. Donc ici on a, je vous ai montré un schéma ici de nuages de poussière avec des étoiles. Tous ces nuages de poussière là sont des pouponnières d'étoiles où naissent les bébés étoiles qui condensent de la poussière et qui forment l'étoile au cœur. Voilà, donc voilà, ça c'est la nébuleuse de l'Aigle, hein, avec un nuage de poussière ici, enfin de poussière, de gaz, etc., dans lequel les étoiles naissent. Et puis quand elles sont nées, eh ben elles vivent leur vie, elles s'éloignent un peu de l'endroit de la pouponnière où elles sont nées, et puis elles
elles se promènent, et il y a même des disques protoplanétaires qui se forment autour de ces petites, des petits grumeaux en quelque sorte. Donc il y a le petit grumeau qui est né, il attire de la poussière et du gaz autour, et c'est ça qui forme l'atmosphère de l'étoile, hein, et puis qui va faire peut-être après un disque dans lequel se formeront des planètes. Voilà, donc une fois qu'on a cette démarche, je dirais, pour chercher, quelles sont les méthodes pour détecter des exoplanètes? Il y en a 4 des méthodes. Il y a évidemment la détection directe, c'est-à-dire on met un gros télescope, on regarde un endroit et on se dit, il y a une étoile là, s'il y a une planète qui tourne autour, on va la voir. Manque de bol, c'est que le rapport de luminosité entre la planète et son étoile est tellement énorme, c'est pour ça que c'est illustré par ce petit schéma là. On a le soleil avec la petite bougie, et puis de l'autre côté, quelqu'un qui cherche. Alors il voit le phare, mais par contre, pour qu'il voit la planète, il va être évidemment ébloui par le phare. Donc ce genre de choses peut être corrigé, si on peut dire, par une solution qui s'appelle des coronographes. Les coronographes, c'est quelque chose qui va cacher la couronne de l'étoile, et qui va permettre, grâce au fait qu'on n'est plus ébloui par l'étoile, ça c'est une image qui est faite par SOHO, satellite qui est lancé depuis 2015 et qui doit arrêter normalement ses fonctions, c'est l'observatoire solaire, qui doit arrêter ses fonctions à la fin de cette année. Et pour voir le Soleil, on cache pour voir les planètes, on cache le Soleil et on voit Mercure, Saturne, etc., etc. Donc la notion de coronographe a été inventée par un Français qui s'appelait Bernard Liot, qui était au Pic du Midi, dans les Pyrénées. Et ça, c'est installé sur un certain nombre de satellites qui permettent de voir, de regarder ce qui se passe autour des étoiles. Alors, évidemment, quand vous avez ici la courbe que je montrais tout à l'heure, donc la courbe de longueur d'onde de lumière en fonction de la température des objets, vous avez ici la courbe du Soleil, vous avez la courbe de la Terre, de Jupiter et d'Uranus. Alors évidemment, ces différentes planètes sont éclairées par le Soleil et elles réfléchissent une partie du rayonnement incident. Donc elles ont cette bosse-là, et puis ça, c'est la bosse de leur température à elles. Quand on a une température donnée, on émet dans une gamme de longueur d'onde, et les objets plutôt froids émettent dans l'infrarouge. Voilà. Et donc ce qui se passe, c'est que quand on cherche à regarder une planète autour de son étoile, on peut avoir un rapport ici entre, par exemple, Jupiter et la Terre. On peut avoir un rapport 10 puissance 9, parce que là, cette échelle-là, c'est des puissances de 10, hein, donc il y a 100 à chaque fois. Hein. Donc on a un rapport 10 puissance 9 entre les deux. Donc pour arriver à voir la planète là autour, pas évident. En infrarouge, c'est un peu moins compliqué. Bon, voilà, en infrarouge, il y a moins d'écart entre les deux. Donc on peut éventuellement essayer de faire cette découverte en infrarouge. Alors on a commencé assez tôt à essayer comme ça de cibler certaines étoiles pour trouver des planètes autour. Là il y a cette image du Palomar en 94 où on a bien vu qu'il y avait quelque chose ici. Avec le HST, le Hubble Space Telescope, un peu plus tard avec des performances différentes et en dehors de l'atmosphère, on a vu cet objet-là. Sauf que cet objet-là qui a été vu, il a été vu dans une longueur d'onde voilà, entre 0,1 et 1 micron, donc le visible et puis toute la gamme du visible, sauf que voilà, c'était une découverte, mais ce n'était pas une planète, c'était une naine brune, c'est-à-dire une étoile qui ne s'est pas allumée. Une petite étoile qui n'a jamais réussi, parce qu'elle était trop petite, le nuage était trop petit au démarrage, il s'est effondré, mais ça n'a jamais chauffé suffisamment pour que l'étoile s'allume. Donc c'est ce qu'on appelle une étoile ratée en quelque sorte. C'est une naine brune, donc ce n'était pas une planète. Donc là, je vous mets quelques résultats au cours du temps qui sont symboliques de cette quête permanente de trouver des exoplanètes. Beta Pictoris, donc l'étoile, dans la constellation du peintre, Pictoris, le premier disque de débris autour de quelque chose qui a été découvert, c'est en infrarouge, ce que je viens de dire, par le satellite IRAS. Premier satellite de l'histoire en infrarouge, 1984, et on a vu le premier disque de débris qu'on a la chance là de voir par la tranche, parce que c'est pas toujours le cas. Voilà, on a vu le disque de débris autour d'une étoile. Donc ça, c'est une première. Et en 2008, sur le même système, Beta Pictoris, on a découvert un petit point ici. Alors bon, on a superposé le coronographe et différentes autres choses.
En tout cas, on a une Beta Pictoris B, qui est donc la petite chose qui est ici, qui est une exoplanète, vraisemblablement, qui tourne autour de l'étoile en question, avec une période de 22 ans. Elle est quand même à 10 unités astronomiques de son étoile, et c'est une grosse planète, hein, 13 masses Jupiter, donc bon, c'est déjà une... Alors c'était super, ça c'est des travaux de Anne-Marie Lagrange, qui est au CNRS à Grenoble, l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, enfin je ne sais pas si elle l'est encore maintenant, mais elle l'était à l'époque, et donc c'est cette équipe qui a découvert cette... Alors, c'était une découverte par vision directe, là c'est bien ce que je disais, c'est l'imagerie, hein, on voit avec un coronographe et en posant avec un gros télescope, sur le Very Large Telescope du Chili, hein, avec l'optique adaptative, enfin on fait le max qu'on peut faire. Bon, c'est un beau résultat, mais ce n'est pas cette méthode-là qui a permis de trouver la première exoplanète. Je vous montre quand même une planche que j'aime bien de ce qu'ils ont fait avec le coronographe. Vous voyez qu'en décembre 2014, ils suivaient cette planète qui tournait autour de l'étoile, et on la voit se rapprocher, et il y a un moment où elle passe de l'autre côté. Donc entre novembre 2016 et septembre 2018, on ne l'a pas vue, parce qu'elle était cachée derrière l'étoile et derrière le coronographe. Donc on a une courbe qui montre le voyage de cette planète autour de son étoile, et les endroits où ça s'est passé, c'est-à-dire le grand télescope de l'ESO, l'Observatoire austral européen, dans le désert d'Atacama au Chili, et puis l'instrument qui a servi à faire ça, qui s'appelle SPHERE, qui fonctionne toujours, et voilà, ça c'est un très beau résultat. Et on a même une petite animation qui montre, en fonction du temps qui passe, le mouvement de la petite planète qui tourne autour de son étoile. Et la dernière image qu'on a avant le passage devant l'étoile montre que, en fait, elle est à 2,5 unités astronomiques de l'étoile. Donc c'est une planète qui est assez proche de son étoile. Et comme je disais, c'est pas ça qui a permis de trouver la première, mais bon, Et autre exemple qui a été fait, donc c'est en 2008, c'est la première exoplanète qui a été détectée en optique, puisque le reste c'était en infrarouge. Là c'est en optique. Vous voyez le genre de dépouillement. Vous prenez une image comme ça avec un disque de poussière et de gaz qui est autour d'une étoile, et vous essayez de repérer entre 2004 et 2006 qu'il y a un petit machin là qui s'est baladé. Voilà, donc... on a trouvé une étoile blanche qui faisait 2 fois la masse du Soleil, 2 fois la taille du Soleil. Je vous mets le truc à l'échelle. Et ça, c'est l'orbite de Neptune autour du Soleil, et c'est un objet qu'on a trouvé très très loin. Donc c'est un objet qu'on a trouvé, vraiment, il faut vraiment traiter les données. D'ailleurs, c'est le même ici qu'avec des images du Hubble Space Telescope. Vous voyez, c'est ce petit point-là qu'on regarde, hein, en 2012. Donc pour suivre ce petit point-là, ça veut dire qu'il faut vraiment... Bon, on a détecté dans les nuages de poussière qui tournent autour de l'étoile une exoplanète. Disons qu'on a déduit de différentes observations. Ça, pareil, c'est une planète qui est 2,5 masses de Jupiter. Bon, c'est un gros Jupiter, mais c'est avec une période pour tourner autour de 870 ans autour de son étoile. Voilà, donc ça, c'est l'imagerie directe, avec les inconvénients de la chose. En fait, ça favorise les grosses exoplanètes, ce qui est logique. On voit plutôt les gros objets, hein, et qui sont très éloignés de leur étoile. Parce que plus elles sont rapprochées de leur étoile, moins on peut faire de la coronographie, moins on peut cacher l'étoile pour ne pas être ébloui. Donc on ne voit que les grosses qui sont loin. D'accord ? Donc ça, forcément, ça fait un tri dans le... Alors, je vais faire un petit retour en arrière simplement pour expliquer la vraie découverte. C'est pas par cette méthode-là. Par contre, je voulais juste vérifier que vous connaissiez l'effet Doppler. Donc, je réexplique rapidos au cas où, parce que ça, on va en avoir besoin. L'effet Doppler s'applique notamment au bruit, enfin au son, aux ondes, de toute façon aux ondes. Donc, vous avez une onde qui est émise ici. Si la personne avance, selon que la personne avance ou recule par rapport au bruit, ça c'est la longueur d'onde. La longueur d'onde ne va pas être la même. Vous savez, c'est l'effet mobilette. Ça fait... D'accord ? Enfin, donc, c'est plus aigu quand ça vient vers vous, avec la vitesse, et c'est plus grave quand ça va de l'autre côté. D'accord ? La longueur d'onde, elle est comprimée, en fait, par la différence de vitesse entre la personne qui est fixe, éventuellement, et puis, au passage, c'est aussi l'effet Doppler qui permet que les radars vous
voilà, que vous avez une prune après, parce que le radar, il a fait exactement cet exercice. Donc l'effet Doppler, quand il est appliqué à des ondes qui sont pas forcément sonores, qui sont en l'occurrence là des ondes radar, ça marche aussi sur la lumière, évidemment. Et donc quand vous avez un spectre d'un objet lumière blanche, lumière jaune, ici, qui est un spectre continu, quand vous traversez en fait un endroit, vous pouvez avoir des raies qui sont brillantes. Donc on fait la diffusion, on déploie le spectre de la lumière avec les lumières dites de l'arc-en-ciel. On a dans le spectre des raies qui sont liées directement à la nature chimique de ce que la lumière en fait a rencontré au cours du temps. Il y a des raies en émission qui vont être la preuve que dans ce truc-là, dans cette étoile INSEE, il y a certaines molécules et certains atomes. Et puis là, ça peut être très bien dans le nuage qu'on traverse ici, on va avoir aussi. Donc ça, c'est un signe qui permet d'avoir le spectre avec les différentes raies qui sont là, et ces raies sont significatives de quelque chose. C'est par exemple là le fameux doublet en plein milieu de la bande visible coincé entre l'infrarouge et l'ultraviolet. Ce doublet-là, c'est du sodium. Ça veut dire que quand vous avez une émission de sodium ou un manque de sodium, en fait, ça vous donne des informations sur l'espace qui a été traversé par la lumière. Et ce qui est génial, c'est que ça marche en Doppler pour le son, mais ça marche Doppler Fizeau pour la lumière. C'est qu'en fait, selon que l'objet avance vers vous ou qu'il s'éloigne de vous, eh ben, ces raies vont bouger. Et ces raies sont connues en laboratoire avec une précision diabolique. Résultat des courses, on peut en déduire, comme pour le radar, la vitesse radiale, c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'objet avance ou recule de nous. Ça, c'est une des informations qui sont très importantes quand on essaye de comprendre les systèmes qui sont dans l'univers. Donc c'est la méthode de la vitesse radiale. Ça veut dire qu'il y a des signatures chimiques dans le signal qui nous donnent des informations sur la chimie, mais qui nous permettent aussi de mesurer la vitesse à laquelle l'objet se déplace par rapport à nous et dans quel sens. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec les exoplanètes? Tout simplement que les exoplanètes, j'ai mis une exoplanète ici, il y a une loi qui s'appelle la conservation du moment cinétique en physique, c'est-à-dire que ça me fait toujours penser aux patineurs sur glace, qui ont une patineuse au bout des bras et qui évidemment est beaucoup moins massif que le patineur. Il tourne, on a l'impression qu'il tourne sur lui-même. En fait, si on regarde, il décrit un petit cercle lui-même. C'est pas lui qui tourne comme ça sur un point fixe. Il a un petit cercle aussi autour. Donc voilà ce qui se passe. Donc ça, si c'est le patineur et la patineuse, mais si c'est une étoile et l'exoplanète, ça se passe aussi. C'est-à-dire qu'une étoile qui a des exoplanètes qui tournent autour, sa trajectoire est influencée par le fait que quelque chose tourne autour. Donc une étoile qui n'a pas du tout de satellite va être fixe, alors qu'une étoile qui a des gros satellites et qui exerce une forte attraction, elle va bouger sous l'effet du... Voilà. Donc ça donne des informations sur le type d'étoile. Ça donne des informations, alors on mesure cette vitesse, hein. Ça donne des informations sur la distance entre la planète et l'étoile, et ça donne une information sur l'exoplanète, la masse minimum de l'exoplanète. Ça, c'est des lois de la physique, c'est pas très difficile à... Et j'ai mentionné oui, alors attention, ça ne marche que si... attention à la dépendance angulaire. Vous avez besoin, pour faire cet exercice-là, vous avez besoin de planètes qui tournent dans le plan qui passe par vous, en fait. Il faut que vous voyez le système par la tranche. Si vous voyez le système comme ça, c'est pas avec la vitesse radiale que vous allez pouvoir calculer voilà. Donc ça c'est. Et donc j'ai mentionné, c'est simplement pour montrer un peu la précision qu'il faut pour faire ce genre de choses. Le mouvement du Soleil, ce Soleil étant, supposons que ce soit le Soleil ça, et que ce soit une des planètes bien connues, par exemple la Terre. Le Soleil il bouge de 9 cm par seconde. Vous voyez le... D'accord? Donc on fait bouger le Soleil avec la Terre qui tourne autour uniquement de 9 cm par seconde. Donc il faut aussi, pour ce genre de choses, avoir des périodes relativement courtes. Parce que s'il faut attendre, comme pour Neptune, 164 ans pour voir l'aller-retour, ça va être compliqué quand même de faire notre enquête sur les exoplanètes. Bon, donc en tout cas... en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la première exoplanète qui a été vue autour d'un Soleil.
c'est 51 Pégase B, c'est 1995, ça fait 30 ans cette année que la première exoplanète a été vue autour d'un soleil. Donc tout ça, ça a été enregistré, donc Michel Mayor et Didier Queloz, avec le spectromètre Elodie qui était installé à l'Observatoire de Haute-Provence, en France. C'est des Suisses, Michel Mayor et Didier Queloz. Voilà, donc ils ont découvert, grâce au mouvement de l'étoile, donc c'est ça qu'il faut se mettre en tête, on n'a pas de photo d'exoplanète, parce que là, en l'occurrence, avec la vitesse radiale, on détecte une exoplanète parce que l'étoile autour de laquelle elle tourne bouge. D'accord, qu'elle décrit ce petit cercle. Hein. Donc c'est pas. Donc on a découvert une exoplanète qui fait 150 fois la masse de la Terre, donc ça fait qu'un demi-Jupiter, hein, plutôt une relativement grosse planète. Elle fait le tour en 4 jours. Voilà, donc on a des informations qu'on capte. Mayor et Queloz ont eu le prix Nobel de physique en 2019 pour cette découverte qu'ils ont fait donc dans le sud de la France, à l'Observatoire de Haute-Provence. Et donc c'était ce qu'on appelle un Jupiter chaud. Le problème que ça a tout de suite révélé, c'est qu'on avait un Jupiter qui se retrouvait à 0,5 unités astronomiques. Jupiter voilà, c'est tout de suite un truc 0,05, c'est à l'intérieur même de l'orbite de Mercure en fait. Donc on a un Jupiter qui est tout près. Et je vous disais, on pensait que les systèmes planétaires allaient ressembler aux nôtres. Et là on se retrouve avec un énorme truc, des planètes géantes gazeuses qui sont à perpète, et puis on se le retrouve tout près de l'étoile. Donc surprise, surprise, ça collait pas du tout avec l'histoire des planètes telles qu'on le voyait. Donc les gens ont tout de suite dit, cette position est nécessairement instable pour une géante gazeuse dont l'atmosphère ne peut qu'être soufflée par le vent de l'étoile en plus. C'est pas possible qu'elle se soit formée là. Et donc, il y a eu toute la remise en cause. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on était persuadé que tous les systèmes allaient ressembler aux nôtres, et en fait, dès la première exoplanète découverte, on est obligé de modifier la vision qu'on a de notre système solaire sur son histoire, et de dire, bon, il y a eu ce qu'on appelle la migration, bon, je ne vais pas en parler là parce que ce n'est pas le sujet, mais voilà, les planètes géantes n'ont pas toujours été là où elles sont actuellement, elles ont migré vers le Soleil, elles sont reparties, il y a toute une histoire voilà, d'interaction entre les planètes, mais c'est toute une histoire, et c'est vraiment la découverte en 95 de Pégase B, de 51 Pégase B, qui a provoqué tout un ensemble de modèles, de nouveaux modèles de la façon dont le système solaire fonctionne. Donc mise au point de modèles de migration des planètes par interaction gravitationnelle, il y a des tas de modèles là-dessus, c'est complexe, c'est une nouvelle science, enfin un nouveau type de problème qui est apparu, et on s'est aperçu que notre système solaire était pas du tout un modèle pour tout le monde. En 99, on a trouvé un jeune soleil et une naine rouge, c'est une étoile double en fait, une binaire, Epsilon Andromède, la constellation d'Andromède, et ça c'est la première fois qu'on a vu un système planétaire autour d'une étoile double. Donc on a vu plusieurs planètes, plusieurs exoplanètes autour d'une étoile double, hein, donc une étoile, 2 étoiles qui se tournent autour, et là on a un certain nombre on avait trois planètes qui tournent autour. Donc ça c'est 99, le premier système planétaire. 2007, on voit avec Gliese 581 les premières exoplanètes en zone habitable. Enfin, les premières, oui, les premières, parce qu'il y en a 4. Il y en a une qui est sur le bord ici de la zone habitable et l'autre sur l'autre bord. Voilà, on a des... Ça, c'est une masse solaire divisée par 3. Hein. Donc là, vous avez l'exemple de notre système avec nos planètes bien connues. Et puis là, vous avez le système de Gliese, qui est avec une étoile plus petite, une naine rouge, hein, qui est, voilà, donc il y a un système qui c'est la première fois qu'on voyait des exoplanètes en zone habitable. Ça c'est encore Michel Mayor, le même, le Suisse, avec un système, avec des instruments qui sont le successeur d'Elodie, hein, qui était à l'Observatoire de Haute-Provence et qui est maintenant installé à l'Observatoire de la CIA au Chili. Et donc voilà, on a des objets qui sont la plus petite, 2 fois la masse de la Terre, et puis la plus grosse, 16 fois la masse de la Terre, partie, et qui tourne autour de l'étoile en question. Donc ça c'est la vitesse radiale, donc en fait ça favorise cette fois-ci les grosses planètes proches de leur étoile. Tout à l'heure on a dit pour l'imagerie ça favorisait les grosses planètes qui étaient loin.
pour ne pas être ébloui par l'étoile. Là, on favorise plutôt les grosses planètes qui sont près. Troisième méthode, la méthode des transits, qui est maintenant la plus utilisée. Alors, le transit, voilà, vous avez ici un transit de Vénus par rapport au Soleil, hein, donc on est sur la Terre. Ce petit machin là, cette petite ombre qui est là, c'est en quelle année enfin, c'est 1992 ou un truc comme ça, qu'il y a eu ce truc-là, et il faut attendre une centaine d'années pour, pour revoir la même chose. Donc c'est 2012, pardon, c'est pas 92, c'est 2012. Voilà, donc Vénus, et c'est en 2117, ben, j'avais oublié que j'avais mis les dates, donc ça ne se reproduira, le transit de Vénus devant le Soleil vu de la Terre, ça ne se reproduira qu'en 2117, donc désolé, mais aucun d'entre nous, je pense, ne sera présent pour voir le spectacle. Mais voilà, donc on peut voir les planètes, et ça, c'est un truc qu'un satellite qui est assez loin peut voir. Il peut voir passer devant une étoile, hein, une planète voilà, qui est entre lui et l'étoile. Donc, le transit, c'est ça, et qu'est-ce qui se passe ? Pendant un petit moment, le temps que ça traverse, la luminosité de l'étoile diminue le temps que la planète passe. Voilà, donc ça, évidemment, c'est comme la vitesse radiale, ça favorise les grosses planètes qui sont proches. Parce que si la planète elle est toute fine, on voit même pas le début de cette courbe ici. Et si elle n'est pas proche et qu'elle est lointaine, elle passe tous les 150 ans. Donc avant qu'on fasse la courbe. Donc voilà, ça c'est. Alors avec la méthode des transits, on peut avoir quelque chose d'évaluation de la taille de l'exoplanète puisque c'est relatif à l'étoile. Donc on voit la baisse, voilà, on voit la baisse de luminosité. Donc ça donne une taille à l'exoplanète. On la voit pas pour autant, mais on peut mesurer. Cet écart-là, c'est quand même bien parce que l'exoplanète, elle nous a privés de la lumière de l'étoile pendant quelques temps, et donc voilà. Et le pourcentage de privation, en quelque sorte, ça donne directement une taille un diamètre de l'étoile. Et puis la distance à l'étoile, bah, on va la voir via la période, hein, voilà. Merci Monsieur Kepler. Et puis c'est les lois de. Voilà. Donc ça, on a des transits. Actuellement, c'est la méthode pratiquement la plus utilisée. Et donc un des premiers résultats, du premier transit qui a été vu, c'est en 1999. Avec celle-là, 209 458b, c'est difficile de s'en souvenir, mais peu importe. En fait, ils ont appelé Osiris. Donc on a trouvé un objet qui faisait 1,3 Jupiter, donc quelque chose qui correspond, qui est tout près à nouveau, c'est à nouveau une grosse planète près de son étoile, mais voilà, c'est autour d'une naine jaune. Premier transit identifié. Première exoplanète. On a vu aussi avec les différents instruments qui l'ont observé, parce que dès qu'on trouve un objet comme ça, tous les télescopes du monde, évidemment, se mettent dessus si on peut les voir. Donc on a trouvé dans l'atmosphère de cette exoplanète de l'hydrogène en 2003. On a trouvé de l'oxygène et du carbone en 2004 avec des images du HST, du Space Telescope Hubble. Et on a vu du gaz carbonique dans les années en 2008. Donc on a commencé à trouver, grâce à ça, comme en fait le rayonnement de l'étoile traverse l'atmosphère de l'exoplanète, on commence à trouver des éléments chimiques qui sont dans l'atmosphère de la fameuse planète. Les deux méthodes d'avant ne permettaient évidemment pas du tout de faire ça, puisqu'on ne voyait pas le faisceau lumineux traverser le... Voilà. Donc ça, c'est autre chose. Et comme pour le reste, il faut voir par la tranche. On ne peut pas voir ça si on regarde le système exoplanétaire dans l'autre sens. Si on le cumule avec la vitesse radiale, là on a la taille. Avec la vitesse radiale, on avait aussi la distance à l'étoile, mais on avait la masse. Donc si on a la masse d'un côté avec la vitesse radiale et la taille ici, on a une idée de la masse volumique, de la densité de l'objet en question. Est-ce que c'est... on peut avoir savoir si c'est quelque chose de plus ou moins gazeux. En 2009, il y a eu le lancement du satellite, enfin 2009, c'est 2007 le lancement, de CORO, le télescope spatial dédié à la sismologie, au mouvement, en fait, au fonctionnement interne des étoiles, mais qui avait une grosse portion de programme autour des exoplanètes. Et donc, bon, c'est un satellite français lancé par l'Agence spatiale européenne.
Et là, on a vu la plus petite première planète, vraiment la plus petite du système Corot, avec une première planète rocheuse, puisque là, on peut en déduire, je disais, la masse volumique. Donc, la densité. Donc, on avait quelque chose qui était de l'ordre de 2 fois la Terre, un rayon de la Terre. Voilà, donc ça, avec température, il fait chaud, mais on a une planète rocheuse. Ça, c'est 2009, la première découverte. Et sa masse était de 5 fois la Terre. Donc voilà, on commence à gonfler un petit peu le catalogue. Voilà, 5 grammes par centimètre cube, c'est bien dense, mais ça fait partie de genre de densité qu'on a. Et c'est ce qu'on appelle une super Terre, parce qu'elle fait 2 fois le rayon de la Terre. Elle est plus grosse que la Terre. Hein, c'est dans le catalogue. Ensuite, on a eu le lancement de Kepler par la NASA, donc 2009. Alors, le fonctionnement de Kepler, c'était je me pose à un endroit, je vise le ciel, je ne vais pas comme ça farfouiller, hein, je vise une zone et je la regarde, et je ne regarde que ça pendant 3 ans. Donc j'observe 150 000 soleils pendant 3 ans pour détecter quelque chose. Et donc Kepler a ramené, et ça c'est les pixels, 95 millions de pixels de chaque CCD, donc c'était un joli instrument. Et il s'est fixé sur cette zone-là du ciel, et ils ont détecté, par cette méthode, énormément. La majorité des exoplanètes connues encore aujourd'hui ont été détectées par Kepler. Donc une zone de 11 degrés, comme ça, près de la Voie lactée, qui avait été choisie. Voilà, donc le but, c'était de détecter des terres en zone habitable, d'étudier la forme des orbites, etc., de déterminer les orbites, les luminosités et les masses des planètes géantes à courte période, donc qui tournent suffisamment rapidement autour de leur étoile, estimer la proportion d'exoplanètes en orbite autour d'étoiles multiples, quand il y a des étoiles doubles notamment, et d'identifier les propriétés des étoiles qui abritent des systèmes planétaires quand on découvre plusieurs planètes qui tournent autour d'une autre étoile. C'était une mission extrêmement complète. Ça a fonctionné jusqu'en 2018. Et donc, il y a eu pas mal de candidats planètes, exoplanètes. Ça, c'est les candidats dans la fameuse caméra avec les détecteurs qu'on voit ici, avec un code différent selon que les planètes découvertes, elles sont de la taille de la Terre, d'une super Terre, donc 2, 3 fois, 5 fois la Terre, du Neptune ou des planètes géantes. Donc à l'époque, en 2013, 2740 candidats et 33 confirmés. C'est-à-dire qu'on peut prendre à peu près n'importe quoi pour une exoplanète, des objets qui se baladent. Et donc en 2011, on avait déjà des chiffres supplémentaires. En 2010, 2011, 2012, on retrouve... Vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des planètes qui sont de plus en plus proches de la Terre, avec des tailles de plus en plus faibles. Donc on détecte des planètes qu'on n'aurait pas vues avant. Et donc voilà, dans les années qui ont suivi, les modes d'observation se sont encore enrichis. Le traitement des données, en 2013, on était descendu un peu plus bas. En décembre 2011, au passage, Kepler a découvert une zone super-Terre, enfin une super-Terre dans la zone habitable d'une naine jaune, donc une étoile qui ressemble au Soleil. Et voilà, donc il y avait... Alors ça, c'est pas une image, hein, évidemment, pas plus que ça d'ailleurs qui sont... Oh, quoi que ça peut être... bon, de toute façon. En tout cas, ça, on peut pas la voir comme ça, c'est pas possible. Simplement, on sait qu'elle est là. Encore une super-Terre qui faisait quelque chose comme deux rayons de la Terre et demi, qui a défrayé la chronique aussi, parce qu'on a pas mal... voilà, donc à une distance, ça commence à ressembler une première super-Terre dans la zone habitable d'une naine jaune, c'est-à-dire d'un Soleil. Donc ça commence... Parce que l'idée, c'est quand même de trouver des planètes qui ressemblent quelque part à la Terre. Donc il y a tout de suite la fiche de la NASA. Hein. Allons-y, Discover, découvrez Kepler 22b. Voilà, et donc on a complété. Ça, c'est la zone habitable, telle qu'on le comprend, avec la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, permettre à la surface d'avoir de l'eau liquide. Et puis ça, c'est toutes les exoplanètes qu'on a trouvées qui sont voilà, les températures d'équilibre avec l'eau. Donc si on agrandit cette petite zone qui est ici, on se retrouve avec un nombre beaucoup plus réduit d'exoplanètes, mais voilà, qui sont
entre la Terre et Neptune, donc on a Neptune et puis un peu de Jupiter. Donc ça c'est intéressant. Et en avril 2014, c'est la première fois qu'on a trouvé une planète de taille terrestre dans la zone habitable de son étoile, avec celle-ci qui s'appelait le 186. Voilà, donc on a trouvé une planète. Alors là c'est l'échelle, le système solaire à l'échelle, le système ici, et puis on a une planète ici qui s'appelait Kepler 186f, qui est de taille terrestre dans la zone habitable. Alors là, j'aime bien l'affiche « Where the grass is always redder ». Voilà, donc quand l'herbe est toujours plus rouge chez le voisin. Ça vous rappelle quelque part quand on dit que quand l'herbe est toujours plus verte dans le jardin d'à côté ou dans le champ d'à côté. Voilà, là c'est plus rouge parce que c'est une étoile rouge qui éclaire. Ce qui fait que 20 ans après Pégase B, pardon, là je vous ai mis voilà, la répartition entre les méthodes vitesse radiale, transit et imagerie directe. Vous voyez qu'on a commencé, voilà, c'est les découvertes. Première exoplanète, c'est ici, Pégase B, celle que je vous ai mentionnée, en zone habitable, la première en imagerie, la première en rocheuse, la première autour d'une naine jaune et la première Terre en zone habitable d'une naine rouge. Donc on a, voilà. Et puis là, évidemment, les Kepler. Alors vous voyez le nombre, vous voyez quand je vous ai dit que la majorité des exoplanètes découvertes, elles étaient par Kepler. Vous voyez un peu la hauteur de cette, voilà, 2014, ça a bien travaillé chez... Donc on en était à 2000 exoplanètes découvertes confirmées à cette période-là. Depuis, on a la 4e méthode qui s'est invitée avec le satellite Gaïa, satellite européen, qui fait en fait de l'astrométrie, c'est-à-dire qui est capable de positionner avec soin, qui prend la suite d'Hipparcos, qui était le satellite qui avait permis de faire une cartographie complète et des positions précises de toutes les étoiles. Gaïa reprend la suite de Hipparcos et est capable plusieurs fois, de façon régulière, de chercher où sont positionnées avec une précision diabolique les étoiles. Alors vous allez me dire pourquoi le fait de positionner les étoiles lui donne des informations sur les exoplanètes. Voilà, donc Hipparcos, oui, j'ai oublié de dire ça, mais bon, ça mesure les positions, les distances, les mouvements des objets célestes. Hipparcos, c'était 2 millions d'objets qui avaient été détectés, avec des millièmes d'arc-seconde de précision. Gaïa, c'est quelques milliards d'objets, avec voilà, une précision encore beaucoup plus faible, enfin meilleure précision, et puis appliquant la méthode du transit. Voilà, donc on a les découvertes de Gaïa par rapport à Hipparcos. Donc on a beaucoup renfloué en quelque sorte les étoiles beaucoup plus petites, hein, qui ont une magnitude visuelle de plus en plus grande. C'est-à-dire que ici, nous, là c'est la petite flèche, c'est les étoiles qu'on peut voir à l'œil nu. Hein, donc bon. Donc les étoiles qui ne sont pas visibles à l'œil nu, Gaïa a fait le plein et a continué jusqu'à début 2025. Alors c'est une mesure de parallaxe, hein, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il regarde une certaine étoile qui est ici devant un ciel avec des étoiles beaucoup plus lointaines, et puis quand on a fait le tour ici, quand il a fait le tour de l'orbite autour de la Terre, il regarde de ce côté-là, il n'a pas la même image. Et ça, c'est des mesures de parallaxe, comme on fait avec un sextant. Et ça permet de mesurer la distance qu'il y a entre la Terre et entre le Soleil et l'étoile en question. Alors, je vous disais pourquoi est-ce que le fait de mesurer précisément les positions des étoiles donne des informations sur l'exoplanète. C'est la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous avez un objet, une étoile qui se balade, parce qu'elles ont tout un mouvement propre, et que vous avez quelque chose qui tourne autour, eh bien l'étoile en question continue sa petite danse dont on parlait tout à l'heure, et ça c'est détectable par Gaïa, avec la précision. Ça ne l'était pas par Hipparcos, mais c'est détectable par Gaïa. Donc en fait Gaïa ne voit pas non plus les exoplanètes, elle voit une espèce de danse des planètes, des étoiles qu'elle surveille, elle les voit régulièrement, hein, et donc elle est capable de voir l'évolution de ça, et ça donne des informations sur évidemment sur la présence d'une exoplanète, parce qu'une étoile qui n'aurait pas d'exoplanète serait sa trajectoire toute droite ou courbe, mais enfin en tout cas. Donc l'idée c'était d'identifier des dizaines de milliers de nouvelles exoplanètes par astrométrie et aussi par transit, parce qu'elles pouvaient le faire. Donc après, dans la stratégie, qu'est-ce qu'on fait? On a identifié des paquets d'exoplanètes. L'idée c'est
voilà, c'est caractérisé par transit, voilà, on a le lancement du satellite Khéops, lancement Soyouz d'ailleurs, de l'Agence spatiale européenne en 2019. Les Américains ont poursuivi leur effort, donc il y avait Hubble, il y avait Spitzer, qui était donc le deuxième observatoire spatial infrarouge de l'histoire après ISO, le satellite européen. L'observatoire Kepler dont j'ai parlé, ils mettent en route l'observatoire TESS, qui est voilà, pour observer par transit à nouveau, trouver des nouvelles planètes, exoplanètes. Et puis vous avez derrière le JWST. Donc là, c'était détecter des planètes telluriques, des terres et des super-terres en zone habitable autour d'étoiles de type Soleil. Hein. Donc on continue à chercher des terres qui ressemblent, enfin des planètes qui ressemblent à notre Terre avec son étoile. Et puis le James Webb qui a été lancé en fin 2021, dont vous avez tous entendu parler, qui a continué, qui a aussi des programmes sur le JWST. L'idée étant, là on franchit encore un pas, c'est est-ce qu'on peut analyser l'atmosphère par spectroscopie. Voilà, donc on a une planète, ce machin noir là, c'est la planète qui passe devant l'étoile. On a la petite couche d'atmosphère de la planète si elle en a une. Est-ce qu'on peut analyser l'atmosphère de cette couche? Est-ce qu'on peut analyser ce qu'il y a dans l'atmosphère? Voilà. Atmosphère. Donc on a commencé à faire ça de temps en temps par transit. Donc on a la transmission. Hein, alors là, on a donc l'exoplanète, sa petite atmosphère autour, et on regarde l'étoile à travers ça. Donc on en a parlé tout à l'heure. Au passage, je mentionne que dans le milieu interstellaire, donc quand on est loin de enfin, dans le milieu interstellaire, c'est-à-dire pas tout proche d'une étoile, on a repéré déjà 180 molécules. Actuellement, il y a 180 molécules qui ont été détectées entre les planètes. Donc, vous avez la vapeur d'eau, qui se trouve aussi dans le milieu interstellaire, bon, le méthane, le dioxyde de carbone, etc., l'acétylène, le dioxyde de soufre, enfin, voilà. Donc, toutes ces molécules-là sont détectées, ont été détectées à un moment ou à un autre dans le milieu interstellaire entre les étoiles. Donc, alors, évidemment, c'est intéressant de se dire, est-ce qu'on en retrouve certaines dans les planètes? Parce que si on voulait savoir l'atmosphère des planètes, c'est vrai que l'atmosphère de la Terre, voilà, il y a des éléments qui sont présents dans le milieu interstellaire, qui étaient présents au moment de la formation du système solaire et de la Terre, entre autres, et qui ont été piégés par ce système-là. Donc c'est important de comprendre le fonctionnement, les processus physico-chimiques présents et passés qui ont donné lieu qui sont intégrés dans l'existence même dans l'histoire de ces exoplanètes. Là, je vous ai mis un exemple simplement pour parler de ce qu'on appelle toujours des biosignatures. C'est-à-dire là, vous avez le spectre voilà, vous avez le spectre de la Terre, vu de l'espace. Vous avez le spectre émis par Vénus et vous avez le spectre émis par Mars. D'accord ? Vous avez évidemment dans les deux cas détection de gaz carbonique. Il y a du gaz carbonique dans l'atmosphère de la Terre, il y a du gaz carbonique dans l'atmosphère de Vénus, il y a même quasiment que ça d'ailleurs, 96%. Et puis il y a dans la petite atmosphère extrêmement ténue de Mars qui fait 6% de l'atmosphère terrestre, il y a du gaz carbonique quasiment à 100% aussi. Donc la trace, la signature du gaz carbonique, elle est bien visible ici. Et puis vous voyez que dans l'atmosphère de la Terre, eh bien, on détecte l'ozone, on détecte H2O, voilà, et puis beaucoup d'autres choses, mais là c'était pour vous montrer l'exemple. Donc les biosignatures, c'est quoi les biosignatures? Ce qu'on cherche en fait dans les atmosphères, et ce qui fait que tout le monde crie youpi quand on trouve certains éléments qui sont là-dedans, mais ce qui est vachement important, c'est le fait que depuis 3 milliards d'années sur la Terre, on avait des cyanobactéries, donc ces petites bactéries sympathiques là, voilà, qui ont transformé du gaz carbonique qui était très présent dans l'atmosphère de la Terre, puisqu'il y avait les volcans qui crachaient, et l'atmosphère de la Terre c'était essentiellement du gaz carbonique. Gaz carbonique, plus de l'eau qui tourne des nuages et de l'atmosphère, etc., plus la lumière du soleil. Ce qu'elles ont fait, les cyanobactéries, c'est qu'elles ont été capables de transformer gaz carbonique plus flotte, plus rayonnement du soleil, en oxygène, et puis l'oxygène pouvant éventuellement, puis en méthanal, hein, en formol, enfin CH2O. Mais ce qui intéresse tout le monde, c'est est-ce qu'on va un jour trouver de l'oxygène ou de l'ozone dans l'atmosphère d'une planète?
Ça serait un signe. Si on arrivait à voir le gaz carbonique, l'oxygène dans la même atmosphère, ça serait vraiment un signe que peut-être il y a des processus de vie qui se produisent sur cette planète, sur la surface de cette planète. Donc, en gros, est-ce qu'il y a des cyanobactéries ailleurs, quoi, pour faire simple, ou des copines à elles qui font le même boulot, pas forcément même température, etc. Mais donc l'idée, c'est de chercher si on trouve les signatures, les biosignatures. Ça serait vraiment le rêve de trouver de la flotte. Bon, la flotte, c'est facile, il y en a partout, du gaz carbonique et quelque chose qui soit de l'oxygène, soit de l'ozone. Donc c'est ça que les gens cherchent en ce moment. Et donc, on cherche ça dans l'atmosphère de la planète qu'on voit en direct avec l'étoile derrière. La face ici qu'on voit, on peut la voir en infrarouge, hein, si elle est... voilà. Donc, quand la planète, elle tourne autour de son étoile, l'exoplanète tourne autour de son étoile, dans un premier temps, on a une émission thermique infrarouge qui dégringole, parce qu'on commence à voir de la lumière, elle commence à réfléchir la lumière de l'étoile. Et puis ensuite, c'est la lumière réfléchie de l'étoile qui est de plus en plus importante. Donc on peut enregistrer la lumière qu'on reçoit de cette exoplanète qui tourne autour de son étoile jusqu'à l'auscultation quand elle disparaît complètement. Si les planètes proches, il faut prendre aussi en compte que si les planètes proches, on a des aspects un peu comme la Lune qui nous fait toujours face, hein, la face cachée et la face visible. Voilà, on a une synchronisation parce qu'il y a un effet de marée entre l'étoile et le machin qui tourne autour qui fait que le machin qui tourne autour fait toujours face à l'étoile. Hein. Donc ça peut être important, enfin, c'est important à prendre en compte. On peut aussi avoir des cas où il n'y a pas d'atmosphère du tout. Et puis, il y a des écarts maximum entre les températures jour-nuit de celle-ci à celle-ci, ce qui donne des informations sur... Donc, il faut aussi faire attention au fait que toutes les étoiles, là, on les dessine bien lisses, bien homogènes en termes de température, sauf qu'une étoile, il y a des zones qui sont plus brillantes, il y a des zones plus sombres, et ça peut complètement perturber l'évaluation qu'on se fait en fonction de où passe cet objet-là. Selon que cet objet-là passe dans une zone toute claire d'une étoile ou dans une zone un peu plus différente, ça donne... Bon, faut faire gaffe à ne pas se laisser emporter par son enthousiasme, parce que la surface des étoiles est hétérogène, et surtout les étoiles froides. Et puis, il faut aussi penser aux impacts éventuels sur ces exoplanètes de brume ou de nature du sol qui auraient des impacts sur les mesures. Donc c'est pas non plus quelque chose, il suffit de... Voilà, même quand on a les mesures, c'est... Voilà, moyennant quoi, vous avez ce magnifique portrait d'ensemble. J'ai eu du mal à les rassembler tous pour la photo, hein, mais... Bon, évidemment, c'est des dessins d'artistes, hein, parce qu'on n'a aucune image d'une exoplanète. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça montre la variété des températures éventuelles et de leur structure. Hein. Donc on a vraiment des toutes mignonnes, toutes petites, là, puis on a des monstres, des énormes Jupiters. Voilà, ça c'est... Et donc quand on regarde un petit peu si c'est des systèmes avec une seule planète, voilà, une seule, voilà, il y a une étoile qui n'a rien autour, il y a une étoile qui tourne sur elle-même, il y a des endroits où il y a plusieurs... Voilà. Et en fonction de la température, est-ce que c'est une surface de lave? Alors évidemment, tous les gens qui font de la géologie des surfaces, etc., sont dans la boucle. Hein. Comment, si on a une réflexion sur la planète, comment est-ce qu'on déduit quelque chose sur la surface et sur les matériaux, etc., en fonction de l'équilibre en température, et puis voilà. La surface de Vénus, ça ne réagit pas comme une surface de lave qui est de la lave récente. Donc ça, c'est pas une cartographie non plus, c'est un échantillonnage de ce qu'on peut voir. Alors j'ai regardé, parce que ça change tout le temps, j'ai pas eu le nombre d'exoplanètes aujourd'hui. Mais j'ai trouvé sur Internet, sur le site qui va bien, que le 5 juin, on en était à 5917 exoplanètes identifiées. Donc ça laisse... voilà. Dans 4413 systèmes planétaires, dont 994 multiples, c'est-à-dire avec plus d'une planète qui tourne autour de l'étoile. On en est là. Et il y a plusieurs milliers de candidates en cours d'analyse, parce que tous les satellites que je vous ai montrés et tous les programmes qui sont en cours engrangent. Et puis après, il faut vérifier que c'est bien, qu'il s'agit bien d'exoplanètes. On considère qu'il y a entre 1 et 2 exoplanètes par étoile, dans des systèmes planétaires qui sont très variés. Et là, vous avez la typologie des exoplanètes, la distance
orbitale en unité astronomique par rapport à leur étoile, et puis la masse en masse de Jupiter, parce que le Jupiter est devenu l'unité de masse des planètes. Donc on a les Jupiters chauds qui sont très proches de leur étoile et qui sont voilà, qui peuvent être de la taille de Jupiter ou plus. Donc ça c'est ce qui avait provoqué, je vous ai dit tout à l'heure, le lancement de tout ce qui est études sur les migrations des planètes chaudes et géantes dans notre système solaire. Donc ça, on a revu complètement l'histoire du système solaire grâce à ces résultats sur les exoplanètes, ce qui est assez intéressant. On a ensuite des planètes géantes qui sont revenues là où elles devaient être. Par exemple, Jupiter, il va peut-être se retrouver à quelques unités astronomiques. Les Neptunes chauds, les super-terres chaudes, on n'a pas ça en magasin dans le système solaire, on n'a pas de super-terre. Bon, on aurait peut-être eu une super-terre si Jupiter n'était pas arrivé, n'avait pas perturbé la zone martienne. Il y a peut-être entre Mars qui est tout petit, alors qu'il est beaucoup plus petit que Vénus et la Terre. Donc il y a du matériau là qui peut-être aurait pu servir à la Terre ou autre chose. Et puis il y a la ceinture d'astéroïdes. Donc ça c'est vraiment l'influence de Jupiter quand il s'est rapproché qui sur l'histoire du système solaire. Voilà, donc j'ai quelques découvertes qui ont défrayé la chronique, qui ont beaucoup fait parler, enfin parler et réfléchir de la part des scientifiques. En mai 2016, il y a ce télescope, des télescopes belges qui s'appelle TRAPPIST. Ça vous rappelle quelque chose, enfin, c'est une certaine logique. Des télescopes qui sont installés à la CIA, etc. Alors j'ai mis le TRAPPIST parce que c'est pour ceux qui ont un petit peu soif, là, ça va encore. Voilà, donc c'est à la CIA. Ils ont aussi, au passage, les Belges, ils ont un satellite qui s'appelle. Alors, TRAPPIST, c'est marrant maintenant de voir les noms qu'on donne aux assemblages ou aux planètes, aux exoplanètes. Donc TRAPPIST, vous voyez, c'est Transiting Planets and Planets planétésimales, donc les planétésimaux pour des petits télescopes. Donc voilà, donc c'est le système TRAPPIST. Et le Spéculoos, alors là c'est grandiose, c'est recherche de planètes habitables qui éclipsent des étoiles ultra froides. Là, je pense qu'il y a des réunions entières qui sont passées pour trouver le truc. Mais bon, c'est les spéculoos, c'est une spécialité, il n'y a rien à dire. C'est assez marrant. Et donc, ils ont découvert un système autour d'une étoile ultra froide. Alors ça, c'est le record. 7 exoplanètes autour de la même étoile, 7 exoplanètes rocheuses qui vont de 0,7 à 1,2 de diamètre de la Terre, qui sont très proches de l'étoile. Forcément, elles sont très proches et ça dure très peu de temps. Voilà, donc le système TRAPPIST, alors ça c'est une image, c'est une vue d'artiste bien sûr. Donc sur le TRAPPIST, ça c'est l'image. Donc on a notre Jupiter avec ses petits satellites, et en fait cette étoile qui est au centre de TRAPPIST, l'étoile TRAPPIST, elle est d'à peu près de la taille de Jupiter, et ces planètes, ces satellites, ici, sont à peu près de la taille des terres, des planètes du système solaire. Donc on a une espèce de changement d'échelle là, qui est intéressant. Voilà, en tout cas le système TRAPPIST fait partie, en ce moment c'est le chouchou de pas mal de chercheurs. Il y a énormément de temps réservé sur les grands télescopes pour observer le système TRAPPIST sous tous les angles. Vous voyez, c'est pour voir les tailles relatives. Ça c'est Jupiter avec ses lunes à l'échelle par rapport au système TRAPPIST. Et par contre, par rapport au système solaire, le système Jupiter, il est à l'échelle de TRAPPIST, et le TRAPPIST ici, pour qu'il soit à l'échelle de la Terre, il faut diminuer le tout de 25, il faut diviser par 25. Donc c'est-à-dire qu'en gros, le système TRAPPIST, il tiendrait largement à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Il est vraiment tout proche ici. Donc tout est petit, mais n'empêche que c'est très étudié en ce moment. C'est que des planètes rocheuses avec des masses différentes, mais toujours autour de la masse de la Terre. Et donc c'est la même image que précédemment. Et ça, en vert, c'est la zone habitable. Donc en février 2018 ont été publiées 2 études, dans lesquelles d'ailleurs les chercheurs
français, notamment le département d'astrophysique et le LMD. C'est bizarre, c'est au LMD que j'ai passé ma thèse et au département d'astrophysique que j'ai fait ma carrière de chef de projet. Enfin bon, j'y suis pour rien. C'est vraiment impliqué des chercheurs avec des projets internationaux, évidemment. Ils ont mis en évidence qu'il n'y avait pas d'hydrogène, ça grâce au télescope Hubble. Ils ont étudié la dynamique du système avec des centaines de transits qui ont été observés du sol et de l'espace. Ils ont mis en évidence des perturbations gravitationnelles des planètes entre elles, c'est-à-dire que tout ça est très proche, et donc les planètes, quand il y a une autre planète, ça les accélère, ça les ralentit, donc ils ont mis en évidence les masses grâce à ça, ils ont mis en évidence la masse des objets, et donc on se retrouve avec ces planètes du système TRAPPIST, avec, vous voyez, l'échelle, là, c'est la densité de la planète et la luminosité qui est reçue de l'étoile haute, comme on dit, par rapport au Soleil. Voilà, donc on se retrouve avec un système qui, voilà, il y a des ordres de grandeur et c'est évidemment uniquement les planètes telluriques dont on parle là, hein, c'est celles sur lesquelles il y a du sol, puisque c'est tout des planètes rocheuses. Et actuellement, il y a 3 programmes du JWST, donc du James Webb Space Telescope, sur TRAPPIST 1B, qui intéresse vraiment tout le monde. Il y a eu 280 articles qui sont parus en 8 ans sur cet objet-là, qui intéressent, voilà, c'est des programmes d'observation du JWST qui sont en cours, et le temps qu'ils soient dépouillés, enfin que les scientifiques travaillent et publient des articles avec les résultats. Et ça, c'est en ce moment c'est un système qui est très, très observé par énormément d'équipes dans le monde. Et ils ont des hypothèses sur les différentes, avec les résultats qu'on a déjà. Est-ce que cette planète, cette exoplanète B là, est-ce qu'elle n'a pas d'atmosphère et une surface sombre? En gros, c'est comment est-ce qu'on explique les mesures qu'on fait. D'accord? Alors, il y a plusieurs hypothèses possibles, avec des modèles, avec des équipes qui ont des théories différentes et des modèles différents sur ce qui se passe. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas d'atmosphère et une surface sombre? Il y en a à qui ça irait très bien. Est-ce qu'il y a une atmosphère de gaz carbonique avec des brumes en haute altitude qui explique? Et actuellement, ce qui est plutôt favorisé, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère, un sol de lave récente, de moins de 1000 ans. Donc, voilà. Et il faut, avec ça, travailler sur les différentes options. Et puis retrouver de nouvelles observations sur le TRAPPIST pour compléter, être plus précis et arriver à trier entre les hypothèses. Alors donc moi, c'est pas une photo ça, hein, c'est une image qu'on peut se faire de TRAPPIST. Voilà, pourquoi pas. Et puis on a même des gens à la NASA, ils ont même pensé qu'on pouvait déjà imaginer qu'on va aller trimballer des gens. Et puis moi je suggère qu'on leur donne une petite bière et un petit spéculoos quand même, hein, parce que ils l'auront mérité, ceux qui iront là-bas. Donc le deuxième je trouve, événement qui était intéressant, c'est Proxima du Centaure, qui est quand même l'étoile la plus proche de nous, hein, 2,3 années-lumière. Alors c'est un peu compliqué le système, il y a une naine rouge, donc une sorte de soleil un peu plus froid, un peu moins chaud que le soleil, ok, qui est à 4, voilà, c'est à 4, on sait que c'est à 4,2, 4,3 années-lumière de nous. Et cette naine rouge, elle tourne autour d'un couple de soleils. Donc on a une étoile double et une naine rouge qui tourne autour. Voilà, donc les étoiles doubles, c'est ces deux-là. Je ne sais pas quelle est la A et quelle est la B, je n'aurais pas demandé leur prénom. Et ça, c'est Proxima du Centaure qui est dans ce système et qui tourne autour de ces deux-là. Donc c'est sûr, ça fait un système compliqué. C'est 3 étoiles qui se tournent autour, en gros. Hein, 2 étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, et puis une troisième beaucoup plus loin qui tourne autour des deux. Et on a découvert une planète, voilà, et on a découvert autour de cette planète, de cette étoile-là, avec la méthode de vitesse radiale, et puis aussi avec un système ultraviolet ou VLT. Donc il y a 2 choses. Il y a la SIA avec une manip HARPS et puis le VLT. Donc une exoplanète qu'on considère comme rocheuse, de masse 1,3 fois la masse de la Terre, qui met 11 jours à tourner autour de Proxima du Centaure, autour de son étoile, et qui est en zone habitable. Avec une température, s'il n'y a pas d'atmosphère, ce qu'on ne sait pas encore, la température est évaluée à moins 40. Alors c'est un peu frisquet.
Enfin, moins 40, ouais, enfin, on s'habille chaudement et puis on sait faire. Hein. Non mais bon, c'est la première, ça fait beaucoup parler. Pourquoi ça fait parler? Parce que, alors bon, c'est pareil, c'est pas une photo. Hein. Là, j'aime bien cette image-là parce qu'on voit les deux planètes qui se tournent autour là-bas, enfin les deux étoiles, pardon, qui se tournent autour là-bas, l'étoile double. Et puis là, c'est la Proxima du Centaure. Et puis là, on est sur la planète rocheuse, avec l'imagination de l'artiste. On est sur la planète en question. Voilà. Alors, évidemment, il y a tout de suite des gens qui ont dit « Waouh, la planète, l'étoile la plus proche de nous !» Alors, je vous rassure, on ne va pas tout de suite faire des transports en commun vastes. Parce que, avec les techniques actuelles, la gravitation telle qu'elle est sur le chemin en question, on ne peut pas dépasser les 20 km par seconde. Donc le voyage, il va quand même prendre 70 000 ans, quoi. Donc il faut, voilà, il faut. Mais n'empêche qu'il y a. Alors c'est très marrant parce que il y a depuis des années j'allais dire des doudingues, mais enfin bon, je peux pas le dire pour tout le monde. Il y a un projet qui s'appelle Breakthrough Starshot. Ça fait des années que ça dure. C'est Stephen Hawking qui était à l'origine de cette idée un peu folle. Est-ce qu'on pourrait envoyer des sondes très très légères sur l'étoile la plus proche de nous pour faire des mesures, prendre des images, faire des... Voilà, c'est quand même assez... Voilà, et donc il avait émis ça, et puis il y a Yuri Milner qui est un milliardaire de milliardaires, bon bref, israélien, et Mark Zuckerberg qui était sympathique jusqu'à ce qu'il... Enfin bref. Bon, qui est un autre milliardaire d'un autre genre. Donc ils ont en tête... Enfin, ils ont en tête... Ils recrutent des gens, etc. Ils font des études. Ça fonctionne actuellement. L'idée, c'est d'envoyer un certain nombre de voiles solaires, là, comme ça, sur lesquels on tirerait au laser pour leur donner la vitesse pour qu'elles s'en aillent, qu'elles quittent notre attraction, l'attraction de la Terre, et qu'elles aillent vers Proxima du Centaure. Avec une propulsion initiale, avec un laser pendant 10 minutes, des voiles photoniques de 4 mètres carrés, des sondes par milliers de quelques grammes. Donc on les met déjà en orbite haute avec un vaisseau spatial, et puis une fois qu'elles sont en orbite haute, on tire au laser dessus. Il faut juste tirer au laser avec 100 gigawatts, ce qui est le pic de consommation électrique en France à un instant T. Bon, faut juste dire, vous inquiétez pas, tout va... Bon, enfin bon. Et on atteint avec ça une vitesse de 0,2 vitesse de la lumière. Alors bon, bah, le projet, j'ai pas candidaté pour ce projet parce que c'est... Mais il y a 20 ans de projet à mettre en place, 20 ans de voyage pour y arriver, 4 ans de transmission des premières données et des premières images. Non mais pour vous dire que cette idée, c'est l'étoile la plus proche, il faut qu'on y envoie quelque chose, c'est comme si les gens se rendaient... Enfin, si, ils s'en rendent compte, ces gens-là, ils s'en rendent compte. Je suppose qu'il y a des gens pour les conseiller. Enfin bref, donc il se passe quelque chose sur Proxima du... Il y a quelque chose sur Proxima du Centaure qu'on aurait pu... la troisième chose que je voulais vous montrer, c'est tout bête, c'est en février 2011, la découverte par transit d'une géante gazeuse chaude, 780 degrés, hein, c'est beaucoup plus... C'est une géante gazeuse, voilà, qui est située à 700 années-lumière de nous, et on a trouvé... autour de cette exoplanète, beaucoup d'eau, avec Spitzer en infrarouge, 3 fois plus d'eau que sur Saturne, dont les anneaux sont pourtant des petits cristaux, des petites gouttelettes d'eau et des cristaux de glace en fait. 3 fois plus d'eau que ce qu'on connaît sur cette... voilà, donc ça, mystère et boule de gomme. Et on a mis en plus en août 22, c'est la première exoplanète, celle-là, la WASP-39b, a été regardée par JWST, et c'est la première fois qu'on a mis en évidence du gaz carbonique et du dioxyde de soufre dans la composition de l'atmosphère en question. Donc, voilà. Donc JWST, le pied a été mis à l'étrier de JWST de regarder la nature chimique des atmosphères d'exoplanètes. Là, je passe sur le schéma. Je voulais juste vous montrer ce schéma pour vous dire qu'il y a des gens qui étudient la façon dont du SO2, donc de l'anhydride, enfin du gaz sulfureux, de l'oxyde de soufre, pardon, pourrait se former dans une atmosphère. Bon, il y a des chimistes, tout le monde s'y met là-dedans, pour voir comment on pourrait expliquer la présence de SO2 dans l'atmosphère.
Alors on a aussi dans le Sagittaire, il y a quelques années, on a mis en évidence en ondes radio, alors je voulais vous montrer que même toutes les gammes de longueur d'onde sont concernées, y compris ALMA, donc le grand réseau de télescopes radio qui est au Chili aussi. Hein. C'est un radiotélescope, c'est à 5000 mètres, il y a 66 antennes comme ça qui sont réparties dans le désert. Et donc qui font des prises de données sur des objets lointains. C'est là qu'on avait trouvé en 2014, qu'on avait mis en évidence le premier système planétaire avec des anneaux concentriques, où on voit quand même des trous, là-dedans, on voit des sillons qui sont évidemment créés par des étoiles, enfin des planètes qui tournent autour. Donc il y a de la matière qui tourne ici et des objets qui se sont formés, un peu comme nos planètes se sont formées autour du Soleil. Donc ça, c'était vu avec, en ondes millimétriques. Donc ça, tout le monde s'est dit, bon, c'était une première, et c'était vraiment un grand moment. Et le même système a été utilisé plus récemment. On avait détecté en 92 un objet qui, bon, ils ont toujours des noms très poétiques, hein, PSD 70, bon, c'est dans la constellation du Centaure, c'est un naine orange, c'est-à-dire un peu comme le Soleil, hein, par contre elle est jeune, quelques millions d'années, 4000 degrés, c'est un peu, voilà. Et ce qui est fou, c'est qu'on a donc découvert un disque protoplanétaire, et là ce qui s'est passé en 2018-19, c'est qu'on a découvert des exoplanètes qui s'appellent B et C à l'intérieur de ce disque protoplanétaire ici. Donc là, on a l'étoile elle-même, en ondes radio, bien sûr, hein, donc ça n'a pas la netteté qu'on peut avoir en lumière visible, etc. Mais donc on a ici, et on a deux exoplanètes qui sont à l'intérieur ici. Et on considère même, en faisant un gros plan sur cette image, donc je reprends cette image, on a l'exoplanète qui est en dehors de la zone de poussière et de gaz du disque protoplanétaire qui fabrique donc des planètes, et ils interprètent cette image-là comme une petite planète entourée d'un nuage de gaz, c'est-à-dire que peut-être autour de cette planète, c'est l'hypothèse, est en train de se former une lune. Voilà, il y a peut-être de la matière qui tourne autour et peut-être l'accrétion va fabriquer une lune. Donc voilà, donc l'idée c'est on a un disque circumplanétaire et proto-lunaire en quelque sorte autour de cet objet PDS, et ça c'est à nouveau une grande première. Dernier petit point que je voulais mentionner, c'est alerte janvier 2025, donc là j'ai pas eu le temps du tout de regarder s'il y a eu quelque chose, mais enfin bon, de toute façon a été découverte une super Terre en zone habitable, voilà, dans une étoile qui a 1,3 milliard, enfin non, à 20 années-lumière de nous, âgée de 1,3 milliard d'années, visible à l'œil nu dans la constellation, donc voilà, avec deux autres exoplanètes. Et donc l'analyse des données a mis en évidence alors c'est pareil, son petit nom là, 20794D, j'espère qu'ils donneront des noms plus faciles à mémoriser quand elles auront vraiment passé leur examen de passage. Mais a priori, cette super Terre, elle est vraisemblablement rocheuse, quelque chose comme 5,8, disons 6 fois plus massif que la Terre. Elle tourne un peu, c'est une orbite de type martien, hein, puisqu'elle est une révolution en 647 jours, bon c'est à peu près la révolution de Mars autour du Soleil. Elle tourne sur elle-même en 40 jours avec une orbite elliptique, et donc on a même une évaluation, voilà, voilà, donc on a cette planète qui en fait rentre dans la zone habitable régulièrement et on ressort. Donc c'est une planète qui a une orbite elliptique, décalée par rapport à l'étoile, et donc elle passe une partie de sa vie en zone habitable et une partie de sa vie en dehors. Donc tout le monde est très excité à l'idée de... Voilà, donc ça c'est une première aussi, d'avoir une planète qui ressemble vraiment à une des planètes qu'on peut avoir sur le système solaire, mais avec une zone habitable provisoire, en alternance. J'ai trouvé que c'était assez sympa d'avoir cette découverte-là en janvier 2025 pour fêter les 30 ans de la découverte de la première exoplanète par Mayer et Queloz en 95. Donc j'ai mis un gâteau d'anniversaire, je suppose que vous vous associez tous à leur souhaiter bon anniversaire à 51 Pégase B. Voilà, donc ça c'est assez...
Et donc, bah là, il y a des gens qui délirent, enfin, qui délirent, on va dire, qui imaginent à quoi pourrait ressembler la vie sur cette exoplanète qu'on vient de découvrir, qui est beaucoup plus lointaine que Proxima du Centaure. Donc voilà, c'est un lieu touristique possible. Alors, la fameuse HD, elle se trouve dans une zone, alors, toujours pareil, habitable, où l'eau devrait exister. Hein. Par contre, ce qu'il va falloir regarder, donc ça va être une vedette pour les années à venir, hein, qu'est-ce que c'est les conditions en surface? Parce qu'une fois qu'on a, voilà, une fois qu'on a dit elle se trouve dans un coin où l'eau devrait exister à peu près la taille de, etc., et elle tourne au bon endroit, quelle est la composition de l'éventuelle atmosphère? Est-ce qu'on trouve les fameux biomarqueurs qu'on cherche, qui sont pour nous symboles de la vie? La présence effective d'eau liquide, il faudrait trouver le moyen. Le niveau des variations de température saisonnières qui sont liées à l'orbite elliptique, parce que quand elle est très loin et quand elle est tout près dans la zone habitable, il y a une gamme de température qui est extrêmement variable. L'activité géologique, est-ce qu'il y a du dégazage? Est-ce qu'il y a un cycle du carbone? Est-ce qu'il y a un champ magnétique? Parce que le fait d'avoir un champ magnétique pour assurer la vie, on voit bien ce que ça a fait sur Mars de perdre le champ magnétique. Hein, bon, il y a champ magnétique protecteur qui empêche, un champ magnétique qui détourne ce que renvoie l'étoile comme particules chargées, qui fait des aurores boréales, etc., etc. Mais est-ce qu'il y a des aurores boréales sur ces planètes qui montrent qu'il y a un champ magnétique? Je pense qu'on a d'autres moyens d'ailleurs que les aurores boréales pour l'identifier. Bon, en même temps, c'est bon, elle est à quelques dizaines d'années-lumière, donc c'est assez bon, c'est une cible de choix pour rechercher les mondes habitables et d'éventuels signes de vie, parce que bon, elle est là, elle a les bonnes caractéristiques, donc les gens vont vraiment travailler sur cette HD. J'ai dit, j'espère qu'ils vont trouver un nom autre. Et là, je vous ai mis quelques bouquins qui parlent de ce sujet. Hein. Sommes-nous seuls dans l'univers? Où sont les autres? Seul dans l'univers de Jean-Pierre Bibrigne, c'est le seul où il n'y a pas de point d'interrogation. Lui, il est persuadé qu'on est seul dans l'univers, parce qu'il y a eu beaucoup de coïncidences dans l'histoire de la Terre, ne serait-ce que la position, le fait qu'on ait eu la Lune qui a été créée suite à la collision de la proto-Terre avec un machin qu'on appelle Theia, qui a positionné, voilà, qui a généré une Lune. Et cette Lune, elle est pour beaucoup dans l'équilibre de la Terre. Le fait que la Terre n'ait pas son axe de rotation qui se balade comme ça, comme beaucoup d'autres planètes, c'est lié au fait que la Lune équilibre. D'ailleurs, les spécialistes de mécanique céleste parlent de système Soleil-Terre. Terre-Lune. Il y a la Terre et la Lune, mais c'est un système. C'est un système qui mécaniquement est maintenu en équilibre. Et donc, si on avait des saisons, si on faisait comme sur Mars, où on sait qu'il y a eu les zones qui sont actuellement à l'équateur de Mars, pour certaines, ont été au pôle, si tous les 10 millions d'années ou 100 millions d'années, vous changez l'axe, etc., le développement de la vie tel qu'on à nouveau, hein, tel qu'on l'envisage nous, est vraiment mis en question. Donc voilà, l'histoire, donc seul dans l'univers, Bibrigne, il est très pour l'exception. Et puis il y a des gens qui disent que c'est pas possible avec 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, 20 000 milliards d'étoiles, 2000 milliards d'étoiles dans l'univers. Bon, l'univers au-delà de la galaxie, on n'en parle pas évidemment. Tout ça, c'est dans notre galaxie. Enfin, il y a quand même de quoi s'occuper avec avec les 100 milliards ou 200 milliards d'étoiles. Voilà. C'est statistiquement, se dire qu'il n'y a que sur la Terre que la vie a pu se développer, même si les conditions à remplir dans le formulaire sont quand même nombreuses, c'est difficile d'imaginer qu'il n'y a aucun endroit où ça a pu se passer. Par contre, que ça soit pendant que nous on est là, avant qu'on soit là, que c'est déjà terminé, que l'étoile a explosé, qu'elle a tout envoyé, enfin, tout ça on peut pas le savoir. Mais c'est quand même... Donc il y a beaucoup d'avis sur la question. Donc maintenant, ce que veulent faire les gens, c'est rechercher et étudier des terres en zone habitable, comme celle que je viens de vous décrire. Donc là, il y a des instruments qui ont été développés au VLT, au Cerro Paranal, et par exemple au CFH, au Canada France Hawaii Telescope, CHT, là, CFHT. Voilà, donc on a des instruments
qui s'appellent Expresso et Spirou, qui sont là, qui sont des spectropolarimètres infrarouges, spectrographes spécial justement pour les planètes rocheuses et observer les spectres. On a évidemment l'énorme, le plus grand télescope qui est en construction, qui doit être mis en place, mis en route et utilisé à partir de 2027, hein, le grand Extremely Large Telescope qui va faire, qui va faire 39 mètres de diamètre, le miroir. C'est difficile. Oui, enfin, je ne sais pas quelle est la dimension de la salle, mais donc voilà, le futur grand télescope avec un miroir, évidemment, avec toutes les optiques adaptatives et tout ce qu'il faut pour voilà, avec une précision, une capacité de captation de lumière de x15 par rapport au Very Large Telescope qui est voisin. C'est vraiment pas loin. D'ailleurs, on voit il se voit d'une montagne à l'autre. Et une précision spatiale qui est un facteur 100 en précision par rapport au VLT. Donc c'est bon, il y a toute une voilà. Donc on devrait voir en fait l'équivalent d'une Terre à quelques années-lumière avec cet instrument-là. Donc l'instrument, il y a des instruments qui s'appellent AND, voilà, c'est pas mal. Là non plus, ils se sont bien. Alors maintenant, évidemment, c'est même plus des initiales, c'est on prend des lettres comme là où ça nous arrange dans le texte. Et puis maintenant, ce qui se passe sur le spatial, par contre, là c'est au sol. Sur le spatial, on a 3 gros projets qui sont prévus. Il y a un projet qui s'appelle Plateau de l'Agence spatiale européenne, enfin un vaisseau spatial, c'est le projet, il y a des projets à bord. Un vaisseau qui s'appelle Nancy Grace Roman, qui est prévu pour 2027, qui doit être lancé par la NASA. Et un autre de l'Agence spatiale européenne, qui s'appelle Ariel, qui doit être lancé en 2029. Évidemment, tout ça est suspendu. En fait, ces 3 objets vont être positionnés, non pas en orbite autour... ils vont être positionnés à ce qu'on appelle les points de Lagrange, hein, le point de Lagrange numéro 2, c'est-à-dire en équilibre sur la ligne Soleil-Terre. Bon, c'est l'endroit où la gravité, il y a comme un petit trou là, enfin, un petit trou instable d'ailleurs, plutôt un petit sommet, mais on peut positionner un objet ici avec assez peu d'énergie de bord. On peut corriger en permanence la position et on a des objets qui peuvent se tourner vers là-bas, c'est-à-dire vers le ciel, vers l'univers, sans être dérangés ni par les lumières parasites de la Terre, de la Lune et du Soleil qui sont derrière avec des beaux panneaux solaires comme ça. Et donc on regarde dans cette direction. Donc ils vont normalement tous se mettre à peu près à cet endroit-là. Bon, c'est là que ça va se passer et ça va être lancé. Alors à une condition évidemment, pour le Nancy Grace Roman, actuellement ça fait partie des choses que Trump a supprimé, ce qui est un peu dingue d'ailleurs, parce que c'est quand même un projet les projets qui vont être lancés là, ça veut dire qu'ils ont commencé il y a au moins 15 ans. Enfin, donc le travail de tout ça, quand on coupe les budgets à 1 an du lancement, bon, voilà. Donc, alors je pense qu'une des raisons peut-être pour laquelle il a supprimé, c'est que le nom de ce projet, de ce lanceur, de ce satellite observatoire, Nancy Grace Roman. Nancy Grace Roman, c'est une astrophysicienne, c'est une dame qui était considérée comme la mère du Hubble Space Telescope, qui était cadre de très haut niveau à la NASA et qui a toujours défendu la position des femmes au sein de cet organisme et dans la science de façon générale. J'espère qu'il n'est pas aussi con que ça, mais il n'est même pas impossible que le fait qu'on ait donné ce nom à ce projet-là, comme il s'intéresse absolument évidemment pas du tout au contenu de tout ça, tout à l'heure ça m'est passé par la tête dans la voiture, mais bon. En tout cas, j'espère qu'aux États-Unis ils vont se battre pour supprimer cette prémonition, parce qu'il y a vraiment il y a trois objets, 3 observatoires qui sont hyper complémentaires. Comme vous savez, quelles que soient les situations internationales, on le voit en ce moment sur les grands projets, les scientifiques de toutes les nations continuent à bosser ensemble malgré les guerres, etc., tout ce qui se passe. Hein. Donc ça serait vraiment trop que cette grosse installation des États-Unis manque à l'appel quand les 2 autres vont travailler. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, après voir les exoplanètes, une éventuelle vie extraterrestre, il y a un projet de la NASA. Bon, alors lui, celui-là, il doit être encore plus mis en point d'interrogation en ce moment, avec un énorme coronographe. Et au lieu d'avoir le coronographe dans le vaisseau spatial, on met le coronographe très loin. Donc le coronographe, il est mobile,
il est piloté, et ça lui permet d'avoir un... Bon, ça doit être aligné à 1 mètre près du télescope, voilà. Et puis il y a une fleur donc, qui est déployée, et on obtient une réduction de lumière de l'étoile de 10 puissance de 10 milliards, en fait. Hein. Et ça devrait permettre de faire des observations UV, visibles et infrarouges, avec l'objectif de découvrir 25 terres. Mais donc le fait d'avoir le coronagraphe très loin, ça permet de choisir vraiment les étoiles. Et voilà, c'est lancement prévu normalement en 2041. Et il y a même de la part de l'Agence spatiale européenne un interféromètre pour découvrir des exoplanètes avec voilà, un satellite ici qui récupère les informations, enfin les faisceaux des miroirs qui sont là, avec, bon, je ne rentre pas dans le détail, avec 4 télescopes collecteurs de 3 mètres, recombinaison des faisceaux, il faut maîtriser le vol en formation, et l'idée c'était de découvrir 50 terres aussi à nouveau dans des... Donc il y a une recherche qui est assez active en fait dans les matériels et matériels à créer, en fait à inventer et puis à mettre en développement et ensuite à lancer, mais c'est bon. Donc en fait quand on aura tout ça, bon, on aura des photos, hein, donc voilà, alors... Voilà, alors vous pouvez choisir un peu le paysage. Bon, non, celui-là, non, c'est un peu... Ça, c'est un peu, vous voyez, un peu trop de flotte, hein, mais enfin bon... Mais il y a des déserts, c'est pas mal. Là, c'est déjà habité, hein. Je sais pas comment ça va se passer, la rencontre. Ça, c'est sympa aussi, c'est un peu frisqué, on va dire, mais bon, pourquoi pas. Il y a des gens qui aiment l'eau froide. Et puis bon, ça c'est plutôt sympa, ça fait un peu grand parc. D'ailleurs, si je braque mon téléphone, enfin mon appareil photo là-bas, qu'est-ce que je vois là-bas? Ah, c'est des gens qui sont là, qui disent « Tu crois qu'il y a de la vie ailleurs ?» et qui disent « Non, mais n'importe quoi. » Ça va peut-être se terminer comme ça, hein. Bon, en tout cas, je vous remercie de votre attention. Et puis, on est revenu, hein. On est revenu sur la Terre, là.